Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la comptabilisation des documents relatifs au règlement aux fournisseurs, aux encaissements en provenance des clients et également des étapes de comptabilisation des virements de fonds entre différents comptes de trésorerie, banque et caisse notamment. Tout d'abord, le règlement aux fournisseurs, qui est le règlement le plus simple à comptabiliser, que ce soit par chèque, virement ou en espèces. Donc, on va commencer à regarder la facture qui est payée de façon à repérer le montant et le mode de paiement prévu, mais aussi le compte du fournisseur qui a été utilisé à l'époque. On va noter sur ce document que la facture a été réglée par le moyen, c'est-à-dire chèque, virement ou espèce, et on va la classer dans un chrono d'archives comptables qu'on va conserver une dizaine d'années. Ensuite, une fois que cette facture a été repérée, on considère que le paiement correspond bien au total de la facture, qu'il n'y a pas de différence de règlement, qu'il ne s'agit pas d'un règlement partiel, par exemple. On va comptabiliser ce règlement en débitant le compte du fournisseur, 401 ou 404 si c'est un fournisseur d'immobilisation, et on va créditer le compte de trésorerie correspondant, 51, c'est-à-dire 512, 514, ou bien 53, c'est-à-dire la caisse. Pour les règlements clients, plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, d'abord, c'est que on va, comme pour les achats, quel que soit le cas de figure, on va repérer la facture du client qui se trouve dans les factures à encaisser. On va encore une fois repérer la concordance entre le paiement effectué par le client et le montant de la facture. Et ensuite, on va noter sur cette facture le mode de règlement. Euh, on va ensuite archiver cette facture dans les factures payées, qu'on va conserver aussi une dizaine d'années. Pour ce qui est de la comptabilisation, on va débiter le compte de trésorerie correspondant, 51 banque ou 530 caisses, et on va créditer le compte du client correspondant. Donc, dans le cas d'un règlement en espèces ou par virement, l'écriture sera simple, c'est-à-dire qu'on va directement débiter le compte banque ou le compte caisse, créditer le compte client. Si il y a plusieurs factures concernées, on va détailler ce compte client. La remise de chèque ou le justificatif du paiement, plus exactement, ou le ticket de caisse, le journal de caisse, on va l'archiver dans un chrono des pièces bancaires. Ici, on est dans le cas de figure où il s'agit d'un paiement par virement ou par espèce, j'insiste bien. Le cas de figure du règlement par chèque du client est un peu plus complexe à traiter. On va avoir deux cas différents. Premier cas, la comptabilité est tenue avec un décalage dans le temps, c'est-à-dire qu'au moment où on va comptabiliser les documents, un certain temps s'est écoulé déjà et il n'y a plus d'immédiateté nécessaire dans l'enregistrement des flux du paiement. Dans ce cas-là, le paiement va être directement imputé au débit d'un compte de trésorerie et par le crédit d'un compte client. Il s'agit généralement, s'il s'agit d'une remise de chèque, cette remise de chèque peut contenir plusieurs chèques, donc plusieurs clients. Il faudra détailler le compte 411, un par client. Et puis, on va classer, archiver cette remise de chèque dans le chrono des pièces bancaires. Donc, dans ce cas de figure, on ne se soucie pas de la date à laquelle le client a payé. On enregistre simplement le paiement dès qu'on l'a en notre possession. Plus embêtant, c'est si la comptabilité est effectuée au jour le jour. Dans ce cas-là, on a une obligation de suivi des comptes clients et si on attend une remise de chèque pour considérer que le client a payé, on est susceptible de le relancer à tort. Dans ce cas de figure, on peut trouver par exemple un certain délai entre le moment où on reçoit le chèque du client et le moment où on le remet en banque. Par exemple, on remet les chèques en banque uniquement à la fin de la semaine ou de la quinzaine. Il peut y avoir aussi dans l'entreprise plusieurs banques et au moment où on reçoit le chèque du client, on ne sait pas encore sur quelle banque on va effectuer la remise de chèque. Donc,
face à ces incertitudes, c'est-à-dire quand est-ce que je vais remettre le chèque à la banque ou quand et sur quelle banque je vais le remettre, on va quand même faire en sorte que le client, son compte soit soldé. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il a payé, puisqu'on a son chèque en main, et qu'on ne risque pas de le relancer à tort. Donc dans ce cas de figure, que va-t-on faire? Eh bien, on va utiliser un compte de transit, un compte 511, et plus précisément le compte 511-200 chèque à encaisser. Comment cela fonctionne-t-il? Alors, comme d'habitude, on va repérer les factures du client et on reçoit le chèque. Ce chèque est reçu et nous, on va le comptabiliser. Au préalable, on va sortir la facture du dossier des factures à encaisser. Comme tout à l'heure, on va noter qu'elle est payée, par quel moyen, donc par quel chèque elle a été payée. Et on va mettre cette facture dans le chrono des factures de vente que l'on va conserver une dizaine d'années. À ce moment-là, on va procéder à la comptabilisation. On ne peut pas débiter à ce moment-là un compte de banque. C'est trop tôt, puisque si la remise de chèque n'intervient que dans une semaine, ou voire deux, on va débiter à tort le compte 512 et on n'aura pas une vision correcte du solde de la banque jour par jour. Mais on va quand même solder le compte du client. Comment on va procéder? Eh bien, on va débiter le compte 511.2 à la place du compte 512, chèque encaissé. Et bien sûr, on va créditer le compte client, ce qui va nous permettre de le solder. Ensuite, ce chèque, on va l'archiver dans une pochette, un classeur, chèque à encaisser, en attendant d'effectuer la remise de chèque. À un moment donné, nous allons effectuer la remise de chèque. Donc, on va récupérer les chèques qui sont dans le classeur chèque encaissé, on va établir la remise de chèque et on va la déposer en banque. À ce moment-là, donc cette remise de chèque, on va évidemment classer dans les chronos des pièces bancaires, on va la comptabiliser et cette fois-ci, on va la faire apparaître dans le compte de trésorerie, dans le compte banque, en débitant le compte 51, 512 banque par exemple. Et c'est à ce moment-là qu'on va créditer le compte de transit, le 511.2, qui va donc disparaître à ce moment-là, et puisque il était là uniquement pour assurer la transition entre l'arrivée du chèque et son dépôt à la banque. Le solde du compte 511.2 d'ailleurs sera comparé à la pochette, au classeur chèque à encaisser. S'il n'y a plus rien dans la pochette chèque à encaisser, le compte 511.2 doit normalement être soldé. À présent, intéressons-nous au virement de fonds, c'est-à-dire du transfert d'argent entre plusieurs comptes de trésorerie, c'est-à-dire d'un compte banque à un autre compte banque de l'entreprise ou de la banque vers la caisse. Donc, nous avons dans ce cas-là, la plupart du temps, deux documents. Un document qui matérialise l'entrée ou la sortie dans la caisse de l'entreprise et un document qui matérialise l'entrée ou la sortie d'argent sur un compte bancaire. Remise d'espèces, par exemple, ou virement d'un compte à l'autre. Donc, puisqu'on a deux documents, on est tenté de faire une écriture raccourcie, par exemple dans le cadre d'un dépôt d'argent d'espèces en provenance de la caisse sur le compte bancaire, on serait tenté de dire je débite ma banque et je crédite ma caisse. On ne peut pas faire ça parce que d'abord il y a deux pièces comptables et qui dit deux pièces comptables dit deux écritures normalement. Et puis la question se poserait de savoir dans quel journal on va la comptabiliser. Est-ce que ça serait dans le journal de banque ou dans le journal de caisse? Et qu'est-ce qu'on mettrait systématiquement dans le journal de banque? Qu'est-ce qu'on mettrait systématiquement dans le journal de caisse? Les sorties, les entrées, bref, ça crée des difficultés. Pour éviter ces difficultés, on va utiliser un compte de transit, encore une fois, qui là s'appelle virement de fonds. C'est le compte 580. Et ce compte va matérialiser en fait le passage de l'argent d'un compte de trésorerie vers un autre compte de trésorerie. Imaginez le comptable qui quitte l'entreprise avec une mallette avec des espèces à l'intérieur et qui traverse la rue. Si vous voulez, la sortie d'argent du compte caisse, c'est au moment où il met l'argent dans la mallette. L'arrivée d'argent sur le compte 512, c'est le moment où il sera devant le guichet du banquier. Et entre les deux, il traverse la rue, il y a cette mallette. Et cette mallette, c'est le compte 580 virement de fonds. Donc on aura deux écritures ici. Là, c'est simple maintenant. Donc dans le journal de caisse, on va constater la sortie d'argent de la caisse en créditant le compte caisse 531. Et on ne va pas débiter tout de suite le 512, on va débiter le compte 580 virement de fonds.
Ça, on va le faire à partir d'un document de caisse, un ticket de caisse, un journal de caisse. Et ensuite, la banque va me remettre un reçu pour ce dépôt d'espèces. Et ce reçu va faire l'objet d'une comptabilisation au débit du compte 512 et au crédit du compte 580. Donc, si l'opération est correctement comptabilisée, le compte 580 devra être soldé à la fin de l'opération.